toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous avons le plaisir de retrouver sur notre plateau Monsieur Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Le Floch-Prigent, je rappelle que vous êtes ingénieur de formation et que vous avez dirigé les plus grands groupes français. Grands groupes parmi lesquels nous retiendrons que les énergéticiens, donc on parlera d'Elf Aquitaine et de GDF. Vous êtes également un spécialiste des questions énergétiques et depuis quelques temps, vous prenez de plus en plus la parole dans les médias pour alerter les Français face aux risques énergétiques que la France encourt. Et enfin, pour compléter le tableau et bien expliquer votre spécificité, votre expertise, eh bien, vous êtes également industriel dans les petites et moyennes entreprises. Bien, pour tout ça, bravo, monsieur Le Floch-Prigent. Monsieur, cette semaine, les prix du gaz naturel ont atteint un plus bas de 16 mois. Or, quasiment dans le même temps, le 4 janvier, le gouvernement annonçait reconduire le bouclier tarifaire pour 2023. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette dichotomie profonde entre baisse des prix sur le marché et cette envie de proposer un bouclier tarifaire contre des prix qui sont censés être extraordinairement hauts ? Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la formation des prix et les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les consommateurs individuels, mais surtout les entreprises. C'est ça qui m'intéresse le plus, puisque lorsque vous avez un prix d'énergie bas et que l'énergie est abondante, vous pouvez faire de l'industrie et être compétitif. Lorsque l'industrie n'est plus abondante et n'est plus bon marché, à ce moment-là, vous faites disparaître l'essentiel de la production industrielle et agricole, parce que, toute la production. Bon. Alors, donc l'humanité s'est développée essentiellement sur des prix bas de l'énergie et une énergie abondante. Donc lorsqu'on me parle de sobriété et de prix qui vont rester hauts, je dis non, c'est pas ça qui va se passer. Alors, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un mensonge sur les prix et les coûts. Premier mensonge, nous avons fait un prix de l'électricité qui n'a plus rien à voir avec les coûts, en disant ce qui m'intéresse c'est l'offre et la demande, et le reste c'est pas grave. Bon. Or, à chaque fois qu'on est dans un système électrique, nous savons que la consommation doit équilibrer la production, et par conséquent l'existence d'un marché est quelque chose, l'existence de marché, est quelque chose de complètement artificiel. Et on a créé un marché artificiel. Même si ce marché répond simplement à la loi de l'offre et de la demande. Ça ne marche pas, puisque la consommation doit équilibrer la production. Donc, et que l'électricité ne se stocke pas. Donc quand ça stocke, je comprends l'existence d'un marché, on met... J'ai produit, je mets en souterrain, je mets sur le côté, je prends des électrons, je les mets dans la poche, et bien l'électron ne se met pas dans la poche. Il faut que dès qu'il est produit, il soit consommé. C'est ça l'originalité. Et cette originalité conduit à ce que, d'une façon générale, on doit, sur l'électricité, faire un tarif et réguler, et non pas faire un marché. Et donc quand on parle de marché d'électricité, on parle d'un faux marché, et ce faux marché, on l'a créé dans les années 2000, il a commencé à fonctionner vraiment dans les années 2010, et depuis 12 ans, on est dans le mensonge à cet égard. Premier mensonge. Deuxième mensonge, c'est avec l'énergie intermittente, que ce soit le solaire ou l'éolien, on peut avoir une énergie bon marché, qui va aller chez les consommateurs. Faux. C'est-à-dire que l'énergie éolienne et solaire est intermittente, par conséquent elle doit être doublée par une énergie nucléaire, non, pas nucléaire, essentiellement le gaz et le charbon. D'accord. Okay, et le fioul. Alors, troisième mensonge, puisqu'on en est là, on a l'énergie intermittente et complémentaire de l'énergie nucléaire. Faux. L'énergie nucléaire, c'est une base, et par conséquent, il faut qu'elle soit continue pour des raisons économiques et techniques. C'est-à-dire qu'il faut, on met le combustible, ça chauffe, et à ce moment-là, on a la transformation qui conduit à... Et donc, lorsqu'on a une électricité nucléaire, il faut garder le fonctionnement central nucléaire continu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer au yo-yo. On peut jouer au yo-yo avec une turbine à gaz
qui donne l'électricité parce que on met plus de gaz, on arrête le gaz, on prend le gaz. On peut jouer au yo-yo avec l'hydraulique parce qu'on fait tomber l'eau, etc. Mais avec pourquoi? Pour des raisons économiques, c'est-à-dire que c'est extrêmement cher de faire des fluctuations. Et des questions techniques. Et des questions techniques, c'est-à-dire qu'on porte préjudice à la centrale nucléaire et on la fragilise en la faisant jouer au yo-yo. Voilà. Alors, c'est 3 mensonges. Alors, basé sur ces 3 mensonges, nous avons organisé un mix de production d'énergie avec le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, l'énergie intermittente. Il y a un mix. Bon. Et à un moment, on a considéré que le prix du marché d'électricité, faux marché artificiel, était le prix marginal de la dernière centrale qu'on met en fonctionnement, centrale à gaz, première difficulté. Donc, si jamais l'électricité où il n'y a pas de marché et où en principe il faut prendre la tarification pour savoir quel est le prix pour le consommateur, si on base ça sur un prix de gaz dont on ne sait pas bien comment il va fluctuer, on se met en danger. Alors on s'est mis en danger. Là, vous nous expliquez comment est défini, comment est calculé le coût de l'énergie, du coup. C'est le coût, alors ce qu'on appelle le coût de la centrale marginale, hein, c'est ça? La centrale marginale. C'est-à-dire que la centrale marginale, c'est celle qui fait l'électricité au dernier moment, le dernier électron. Et ce dernier électron, si jamais il est en principe une centrale à gaz qui est la plus flexible, et donc, si jamais j'ai fait une centrale à gaz qui coûte son prix, et si je la fais fonctionner seulement au moment de difficulté, bien sûr, le coût est énorme. Donc, baser un prix qui est aujourd'hui sur les centrales nucléaires à 30 € le mégawattheure environ, et un coût hydraulique qui est de l'ordre de 12-18, n'est-ce pas? Dire je vais faire un marché et c'est le dernier électron qui va me dire à un moment donné combien, eh bien on peut arriver à 1000, 3000, etc. C'est-à-dire que si jamais j'ai une centrale à gaz qui m'a coûté 500 millions ou 1 milliard, et si je la fais fonctionner 3 heures par an, effectivement, le coût marginal est énorme et je dois arrêter. Donc il faudrait une moyenne, il faudrait-on médianiser, moyenniser? C'est ce qui a été fait dans le passé avec la tarification. C'est ce qu'a expliqué Monsieur Boiteux lorsqu'il a été directeur général puis président d'EDF. Donc vous avez là quelqu'un qui est un économiste de grande qualité et qui a dit voilà comment on fait. Et si jamais on fait autrement, c'est-à-dire si jamais on fait de l'artificiel basé sur un autre produit, à ce moment-là, on coince et nous sommes en train de coincer. Alors, le prix du gaz maintenant. Le prix du gaz, c'est la question que vous m'avez posée. Je suis désolé d'être passé par mais le prix du gaz. Alors, le prix du gaz, il est basé sur le fait qu'il y a des gisements de gaz, que ces gisements de gaz naturels, que ces gisements de gaz sont 2 sortes. Soit il y a un puits de gaz, et c'est essentiellement la Russie, en ce qui nous concerne, la Russie, la Sibérie, etc. On a des puits énormes de gaz qui amènent la pression, on met des gazoducs, on arrive, etc. Bon, première solution. Deuxième solution, on a des puits de gaz qui sont très loin et il n'y a pas de gazoduc possible. Okay. Donc c'est le GNL. Et à ce moment-là, c'est le GNL, gaz naturel liquéfié. Donc on liquéfie, on transporte sur méthanier et on regazéifie en arrivant. Hein. Donc on a des terminaux gaziers. Bon. Et puis la troisième solution, c'est ce que j'appelle le gaz de schiste, c'est-à-dire des gisements non conventionnels, c'est-à-dire pas des gros puits, mais des petits trucs où il y a du gaz et il faut doper pour que le gaz sorte, n'est-ce pas? Et c'est ça que les Américains ont développé et que nous avons refusé d'explorer. François Hollande a refusé. On a refusé d'explorer. On sait qu'on en a, mais on ne veut pas regarder au cas où on exploiterait. Bon. Et ce gaz-là est un gaz, même si les gaz sibériens sont compliqués à cause de la température, le gaz de schiste est plus cher que le gaz sibérien. Bon. Et donc il y a 2 ans et demi, on a commencé à avoir les Américains qui voulaient exporter leur gaz, qui considéraient que la manière dont les Russes s'occupaient du gaz et apportaient des prix bas empêchait cette compétition. Et donc ils ont réagi fortement et par conséquent il y a eu un rééquilibrage il y a 2 ans et demi et le prix du gaz a commencé à augmenter. Et à ce moment-là,
tous les énergéticiens ont dit attention, regardez la façon, vous avez fait un marché artificiel de l'électricité, vous avez indexé le prix de l'électricité sur le dernier, et en plus, vous avez fait de l'énergie intermittente, c'est-à-dire l'énergie solaire et éolien, largement subventionnée, et cette subvention est payée encore par le consommateur. Donc vous avez d'un côté augmenté le coût de l'électricité du mix précédent, vous l'avez multiplié par 2 avec grossièrement 3% d'énergie éolienne et solaire, vous avez réussi à multiplier par 2 le prix de l'électricité. Petit A. Et 2, attention, vous êtes en train de fausser complètement l'existence du marché artificiel que vous avez créé par le fait que vous êtes appuyé sur le gaz. Mais à l'époque, il y a 2 ans et demi, quand je disais attention, la centrale éolienne, c'est une centrale à gaz, j'étais considéré comme Antéchrist. Hein, c'est pas possible. On dit, non, mais l'éolien ne marche pas s'il n'y a pas de gaz. Alors maintenant, tout le monde le dit. C'est-à-dire les grands énergéticiens vous disent non, moi je fais des centrales à gaz parce que comme vous voulez des centrales éoliennes, il faudra des centrales à gaz. Mais à l'époque, on ne voulait pas entendre que l'éolien fonctionnait 25% du temps de la puissance nominale et que c'était le gaz qui fonctionnait 75% du temps. Puis la guerre en Ukraine a montré qu'effectivement, quand on a fait les sanctions, on a dit oh là là, si on n'a plus de gaz, alors on n'a plus d'éolien. Ah bah oui, ça c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je dis depuis des années. Il dit attention, vous allez dans le mur. Et donc nous sommes dans ce mur. Voilà comment je décris la situation d'aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis attention, si jamais vous ne revenez pas sur le marché artificiel de l'électricité, c'est-à-dire que vous ne revenez pas au coût. Hein, quand vous avez un litre de lait, vous dites voilà, j'ai un litre de lait, je connais le producteur, il fait à temps. Bon, et puis ensuite j'ai l'ensemble des intermédiaires et j'arrive à un prix de temps. Mais je sais comment se fait la différence entre le prix du producteur et le prix, et je sais qui a touché de l'argent. Là, moi, aujourd'hui, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, en tant que PMI, une de mes entreprises qui a dû signer les contrats à 600 € le mégawattheure. Donc je suis maintenant, sur 3 ans, je suis coincé avec un prix à 600 € le mégawattheure. Même si Total, est-ce que c'est un contrat avec Total? Parce que Total Énergie expliquait que les derniers contrats signés très récemment allaient être revus à la baisse. Il y a quand même des petits... Alors on va voir ce qu'ils font. Mais disons que moi je suis à 600. Et avant-hier, nous étions en prix spot à 173. Ouais, pour des raisons que j'ai indiquées. Donc en fait, c'est la marge que vous dites, c'est finalement... Et donc moi, je suis toujours à 600. C'est-à-dire qu'on dit le prix du gaz a diminué. Ah bah oui, vous êtes bien gentil. Ouais, mais moi j'ai un contrat de 3 ans. Comment je fais? Donc c'est ça le problème. C'est la marge des énergéticiens qui est beaucoup trop élevée. C'est pas la marge des énergéticiens, c'est la marge des fournisseurs. La marge des fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a créé une profession entre le producteur et le consommateur, moi, on a créé une profession qui s'appelle le fournisseur. Et le fournisseur, c'est quelqu'un qui prend l'électricité sur le marché de gros, qui est une fiction, puisque c'est au moment où vous produisez, vous pouvez consommer. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, donc c'est une fiction. Donc on a créé une fiction, on a créé une profession, que j'appelle des parasites, ce sont des fournisseurs, et ces parasites, à un moment, ils ont des problèmes parce qu'ils ont acheté du gaz à un mauvais prix et ils le revendent à un prix qui est contractuel. Et à d'autres moments, ils se remplissent les poches. Et le fait d'avoir fait cette profession artificielle nous coince l'ensemble du secteur industriel, mais pas seulement les secteurs industriels, il y a les artisans, il y a les ménages, enfin tous les agents économiques français. Alors, on peut effectivement faire un plafond. Et c'est ce qui a été réalisé en disant attention, au-delà du prix, c'est l'État qui va payer la différence. Au-delà d'une hausse de... Alors c'était 4% avant, maintenant c'est 15%. Oui, enfin, on fait... Mais ça va coûter de plus en plus cher. Mais ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est, d'une certaine façon, le contribuable, on lui prend l'argent pour les impôts, puis on lui redonne tout ça est pas grave. Mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que, comme... on veut faire un peu les plafonds, alors on commence par les artisans, on dit les boulangers, ils ont des problèmes, il faut créer, bon, puis après on va avoir les gens de la boucherie, et puis ensuite on va avoir les gens... Alors on essaie de faire des plafonds divers et variés, vous m'avez donné un plafond, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est, il faut revenir au coût, et essayer de voir quels sont les gens qui augmentent les coûts,
Et alors, parmi les augmentateurs de coûts, c'est les éoliennes. C'est-à-dire, quand vous avez la production par éolienne, vous êtes obligé d'acheter, et l'obligation d'acheter et de mettre sur le réseau l'éolien vous pénalise 2 fois. Vous payez l'éolienne, mais vous payez très cher l'éolienne, puisque c'est 3% qui coûte la moitié du prix, facilement, de l'électricité. Et par ailleurs, vos centrales nucléaires, vous la fragilisez. Et alors, lorsque je vois à la fin des villages ou des villes qui disent on va oublier l'électricité à 10h du soir, on éteint tout. Non, vous avez tout là. C'est-à-dire que c'est le moment où l'électricité est la moins chère, quasiment gratuite, c'est à ce moment-là que vous l'arrêtez. Et à ce moment-là, vous fragilisez au contraire le réseau, et vous fragilisez la centrale nucléaire qui, elle, continue à produire. Donc c'est idiot. Alors, c'est que votre contrat est mal fait. C'est pas de la faute de ces pauvres maires qui disent voilà, regardez combien ça me coûte. C'est la faute des contrats, en fait. Les contrats sont mal faits. Et c'est là où il faut revenir, c'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas ne pas regarder les contrats entre les fournisseurs. Soit il supprime les fournisseurs. Est-ce qu'il a la bonne solution? Il y en a peut-être une autre. Et l'autre, c'est de changer les contrats de manière à ce que les contrats... Ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, le problème vient des coûts, finalement. Oui. Or, les coûts, c'est donc en amont qu'il faut aller les chercher, qu'il faut les travailler. En amont, on trouve qui? On trouve les énergéticiens. Si on met de côté les brokers, est-ce que dans ces cas-là, alors EDF est en passe d'être nationalisé, est-ce qu'il ne faudrait pas nationaliser tous les énergéticiens français? Pour maîtriser les coûts, justement. De toute façon, oui, mais maîtriser les coûts des monopoles, c'est toujours compliqué, et ça conduit les gens à dire la concurrence va permettre de... attention, donc il y a l'idéologie... C'est peut-être dans cette optique qu'il y a eu des fournisseurs alternatifs. C'est ça, c'est dans cette optique qu'on a créé des fournisseurs alternatifs, mais ça ne marche pas. Alors il faut essayer de voir comment on régule, on tarifie et on essaie de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que les coûts augmentent avec la dernière loi sur les éoliennes, on va faire des éoliennes, il est clair que les coûts vont augmenter. Et du coup, le gouvernement dit, attention, ce sera toujours cher. Oui, ça sera toujours cher, puisque vous voulez faire des éoliennes. Vous doublez toujours les éoliennes. Donc il faut revenir sur la politique générale du mix électrique pour dire voilà comment on va réduire les coûts, et puis ensuite donner des indications aux producteurs. Alors il y a un grand producteur qui est EDF, et puis des petits producteurs dont Total et Engie. Donc on va leur dire écoutez, maintenant voilà quelles sont les règles qui vont régir les coûts. Et dans cette règle, la première règle, c'est de dire l'éolien sera plus prioritaire sur le réseau. Si jamais on ne fait pas ça, on ne pourra pas maîtriser les coûts. Mais alors d'un autre côté, quand on a voulu mettre en avant l'éolien, les énergies renouvelables, est-ce que finalement on n'a pas perdu de l'expérience dans le nucléaire par force des choses? Aujourd'hui, on se rend compte que Flamanville, on n'y arrive pas. Oui, mais ça, alors... Est-ce qu'il y a un effet d'expérience qu'on a perdu aussi? Alors il y a eu 2 phénomènes. Premier phénomène, on a cru, ou on a voulu croire, que les énergies intermittentes allaient nous sauver. Et il y a eu même des projets en disant 100% intermittent. Ouais, tout ça, c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on ne stocke pas l'électricité. Toujours la même chose. C'est les électrons en mouvement, on ne stocke pas les électrons en mouvement. Premier épisode. Deuxième épisode, les antinucléaires ont été très forts et ont supprimé la chance qu'avait la France, qui était d'être sur le neutron rapide, et ça s'est fait en 97, c'est-à-dire de voir la quatrième génération de centrales nucléaires qui prennent les déchets pour faire de l'électricité. Et à ce moment-là, on a 1500 ou 3500 ans d'électricité devant nous. Bon, premier sujet. Deuxième sujet, on a surréglementé en France le secteur nucléaire. C'est-à-dire que les antinucléaires ayant pris le dossier en main, on dit sûreté, 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 précaution, précaution, précaution d'abord. Et donc, par rapport à l'étranger, par rapport aux standards internationaux, il apparaît que les Français sont plus fragiles que les Américains, plus fragiles que les Chinois, plus fragiles que les Russes, plus fragiles. On est plus fragiles. On est 3 fois plus fragiles. Donc ça coûte 3 fois plus cher. Et on a bien voir, puisque lorsqu'on fait une centrale nucléaire française en Chine, c'est 5 ans. Et quand on fait une centrale nucléaire française en France, c'est 15 ans. Donc on voit bien qu'on est plus fragile. Bon, eh bien, il faut revenir aux standards internationaux. Soit nous avons raison, soit effectivement les précautions que nous prenons sont les bonnes précautions. À ce moment-là, il faut que le monde... Il n'y a pas de raison que les Américains, les Chinois... Soit
effectivement, c'est eux qui ont raison, et on prend un luxe de précaution, auquel cas, il faut revenir aux précautions vous, en tant qu'expert, justement. Et à ce moment-là, on revient à des coûts, des coûts plus bas, des coûts convenables, et on maîtrise les coûts. Donc il y a deux manières de maîtriser les coûts. Un, oublier les éoliennes et le solaire en grande quantité, c'est-à-dire les centrales, les usines solaires ou les usines éoliennes. Hein, je suis ça, pas les fermes. Les grandes fermes éoliennes. Je suis, par contre, l'éolien et le solaire en individuel, en circuit court, etc. Il faut faire. Hein, je parle des grands bidules. D'accord, pour des petits consommateurs, un faible nombre de consommateurs, ça a du sens. Voilà, pour un pays. Pour le secteur industriel français, il faut du nucléaire. Bon, il faut du nucléaire, et ce nucléaire, il faut qu'il soit à bas coût, et il ne faut pas surréglementer de façon... Et là, on voit bien qu'on surréglemente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un incident quelque part, ils passent dans le canard enchaîné tout de suite, parce que les antinucléaires sont au contrôle. Lisent le canard enchaîné. Le canard enchaîné tout de suite. Hein, tout de suite. Il y en a eu un cette semaine. À chaque fois qu'il y a un petit truc, le nucléaire, ça veut bien tard. Et dans d'autres journaux aussi, enfin, dans le canard enchaîné. Et on voit bien que les antinucléaires sont à la commande et veulent surréglementer pour empêcher le nucléaire. Et donc, on ne fera pas l'économie de nous, puisque nous avons grossièrement 75% de capacité nucléaire, on ne fait pas l'économie de revoir l'ensemble de notre réglementation nucléaire pour revenir aux standards internationaux et pour revenir finalement à des coûts qui sont les coûts actuels. C'est-à-dire que le coût d'un mégawattheure tourne autour de 30-40 euros le mégawattheure selon l'amortissement, et il faut revenir à ces coûts. C'est-à-dire que, bon, de façon à ce que nous ayons grossièrement au maximum 100 euros le mégawattheure pour notre appareil industriel, et ce qui nous met en compétition avec l'ensemble du monde. Mais à 600 euros le mégawattheure, nous ne sommes pas compétitifs, c'est-à-dire que l'ensemble des pays, l'Espagne et le Portugal sont à 100, l'Allemagne va être à 100, etc. Donc on va aller vers 100 euros de mégawattheure, alors que nous avons la production la plus bon marché de l'ensemble de l'Europe. Nous payons 6 fois trop, alors que c'est nous qui payons, qui avons la capacité de faire à moitié. Donc c'est absurde. Et cette absurdité, il faut que ça change. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs orientations, mais dire, comme il est dit souvent, le marché fonctionnait, et maintenant il ne fonctionne plus, il faut le refaire fonctionner. Non, il n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire qu'il a toujours été artificiel. Il a toujours été artificiel. J'en reviens à cette idée de nationalisation d'EDF et des énergéticiens, parce que donc le prix, c'est 9 milliards pour racheter pour OPAiser, en gros, pour OPAiser EDF, c'est 9 milliards. Oui. Le bouclier tarifaire, le premier, c'était 15 milliards. Là, on l'étend au TPE-PME, ça va être beaucoup plus. Du coup, on voit que dans la balance, c'est peut-être plus intéressant il n'y a pas de sujet. En plus, vous êtes un expert des non, mais de toute façon, l'énergie abondante, bon marché et souveraine, qui est mon leitmotiv, c'est quelque chose de régalien. C'est-à-dire que donc c'est l'État qui s'est toujours occupé et qui s'occupe toujours, parce que si jamais on arrête l'électricité, c'est l'État qui est en cause, toujours. Il y a une panne d'électricité, 9000 foyers, on dit, que fait l'État? Donc on voit bien que l'ensemble des contribuables a payé ces centrales nucléaires, a payé aujourd'hui, hélas, les centrales éoliennes, et que c'est l'État à qui on demande des comptes. Alors, il faut essayer de faire bien fonctionner ces entreprises nationales. Et là, excusez-moi, mais j'étais l'ancien patron de Société Nationale, là, il faut une autonomie de gestion. Il faut donner des règles au patron et qu'ensuite, il se débrouille. Ce n'est pas au ministre au pluriel ou au président de la République de dire voilà comment on va faire. C'est on a confié une tâche à quelqu'un, alors c'était autrefois M. Boiteux, M. Guillaume, moi-même, et voilà comment il faut faire. Alors après, si jamais on ne rentre pas dans les clous, si jamais on n'a pas une électricité à un bon prix, on dit non, vous faites mal, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop cher par rapport à la concurrence. Mais là, nous avions une énergie concurrentielle, et il faut que nous restions avec une énergie concurrentielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui,
Parce qu'on a mal traité l'affaire. Et la nationalisation coûte pas cher. Et la nationalisation coûte pas cher. Du coup, on peut en conclure sur ce sujet-là, pas sur votre intervention, mais en tout cas que le plafonnement du prix du gaz par l'Union européenne, c'est une mesure qui ne sert à rien. Rien du tout, puisque le prix du gaz n'a jamais été aussi haut que le plafonnement. Donc vous pouvez dire, là, je plafonne le prix de la baguette à 3,50 €. Très bien, ça tombe bien, il est à 10, à 20 et à 30. Vous voyez, donc c'est quand même assez drôle comme opération. C'est purement c'est de la communication dogmatique. C'est de la communication dogmatique. C'est tout. Point. Ça va pas plus loin. Pourtant, on en fait des tartines là-dessus. Ah bah oui, mais c'est-à-dire que le fait d'être ignorant est embêtant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui n'ont pas fait de sciences physiques visiblement au niveau de l'État, au niveau de l'administration, et puis chez les journalistes aussi. Alors bon, alors comment expliquer? C'est-à-dire que, vous savez, quand je passe du temps à expliquer que le stockage électrique n'existe pas, c'est difficile, parce que dans le langage, il existe. Et moi, vous avez votre smartphone, et je vous dis, mais je stocke bien. Non, vous ne stockez pas. L'électron, vous changez d'état quelque chose qui est dans votre appareil, et puis vous redemandez qu'il se rechange dans l'autre sens. Mais vous n'avez pas stocké. Stocker, c'est quand vous avez du gaz ou du pétrole, vous avez un puits, vous avez En fait, on peut stocker, mais on perd de l'électricité. C'est le rendement, la notion du rendement. Le stockage existe par la force. Et le rendement, c'est une notion qu'on trouve en économie. C'est-à-dire, je mets mon argent à la caisse d'épargne, j'ai un rendement. Okay, et puis quand on parle de rendement dans l'énergie, les gens disjonctent tout de suite. C'est marrant, hein, ils disjonctent. Non, on ne comprend pas. Un rendement, pourquoi? Alors, mais puisque j'ai mis des électrons dans mon smartphone, je les ai, ils sont là-dedans. Non, ils ne sont pas là-dedans. C'est un produit que j'ai transformé et qui est susceptible de restituer les électrons qu'il va reformer. Parce que quand je lui demande, mais c'est un notion de rendement. Et le rendement sur la planète Terre, le rendement énergétique, c'est le changement d'état, est compris, quand on a travaillé pendant 150 ans, entre 40 et 60%. Donc si jamais on n'a pas travaillé, ce qui est le cas des batteries, on n'a pas encore bien travaillé, malgré tous les progrès de l'électrochimie, on est à 40%. Donc une transformation 40%, une deuxième transformation 40%. Ça fait 16%. Donc on a le produit restitue de l'ordre de 16% de ce qu'on y a mis. Vous voyez, donc alors vous voyez, sur l'éolien, c'est une hélice qui tourne, alors vous faites tous les calculs, vous apercevez que c'est pas... Et ce qui se trouve que le rendement du nucléaire est fracassant aujourd'hui, c'est tout. Et donc c'est beaucoup plus intéressant que tout le reste. Alors vous utilisez cette notion de rendement qui est une notion financière et technique. Et technique. Justement, financière et technique. En tant que financier, on sait qu'il est possible de se couvrir contre la hausse de certains prix, la hausse des prix sur les marchés. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce système qui est empirique, que l'on connaît, qu'on sait utiliser? Les Français sont de bons financiers. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les produits dérivés pour lisser les prix et plutôt les lisser vers le bas? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend des précautions, et c'est là où l'ensemble des fournisseurs prennent tellement de précautions, c'est de bons financiers, et donc ils augmentent les prix de façon à prendre les précautions maximales. Donc ça ne sert à rien. Moi, je préfère revenir au coût. Plutôt que de prendre des précautions sur quelque chose. Si le système est susceptible de se dérégler de façon exponentielle, j'ai beau essayer de calculer mes risques, à un moment, d'ailleurs, il y a un certain nombre de fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte, qui ont dit allez voir EDF. Allez voir EDF. Donc on voit bien qu'il y a un sujet. Et donc, quand on est complètement artificiel, je reconnais, moi j'aime pas beaucoup tous ces produits dérivés, parce que je me souviens que j'avais des navires pétroliers qui partaient de chez moi à un prix déterminé, et puis j'arrivais à la fin, ça avait changé pendant la traversée, 30 fois de propriétaire, puis on arrivait à un autre prix, et on me dit mais c'est votre pétrole qui est là-dedans. Oui, d'accord. Puis quand il y avait, j'ai eu un accident pétrolier, et on m'a dit d'accord,
je sais qu'il a changé 30 fois de propriétaire, mais c'est vous qui êtes le propriétaire originel, etc. Donc c'est vous qui allez régler l'accident qui est arrivé. Bon, mais non, c'est plus mon pétrole, si c'est votre pétrole. Donc vous avez ces produits dérivés, m'ont toujours. Mais je suis un producteur, c'est normal. Je suis pas très à l'aise. Mais là, en l'occurrence, même les adorateurs des produits dérivés, ils prennent un maximum de précautions. Ils ont raison. Donc ils sont mal placés. Donc il faut soit qui changent, qu'on dise voilà la règle pour changer les contrats, soit qui disparaissent. Mais on ne peut pas continuer à avoir des prix qui n'ont plus rien à voir avec les coûts. Ouais, c'est ça, c'est votre martingale, en fait. C'est ce que vous répétez depuis le départ, c'est qu'on peut pas. Ouais, c'est ça, il y a une déconnexion totale. Est-ce que c'est la faute de l'Europe, du coup? Quand on a voulu créer ce marché, c'était pas nécessaire? Alors, c'est la faute des délégués français à l'Europe qui ont accepté la manière dont les raisonnements se faisaient au niveau de la Commission. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement contents de tuer EDF et Gaz de France par la même occasion, qu'ils étaient prêts à tout. Et donc quand on leur disait libéral, concurrence, c'est-à-dire à partir du moment où on dit concurrence, on dit protection du consommateur et prix bas. Et malheureusement... C'est ce qu'on apprend dans les livres en tout cas. C'est ça. Et malheureusement, quand le marché est artificiel, c'est pas le cas. Et c'est ça, que j'essaie de démontrer. C'est ça que j'essaie de démontrer. Et vous avez la même opération sur la concurrence avec le train. C'est-à-dire que vous êtes en monopole structurel. Comment traiter le monopole structurel? C'est ça le sujet. Et on dit concurrence. Et le monopole structurel se traite pas avec la concurrence, il se traite avec de la régulation. Alors j'ai été content de voir que ma thèse commençait à arriver aux oreilles des uns et des autres, puisque le MEDEF, qui depuis des années dit le marché de l'électricité c'est bien, Monsieur Roux de Bézieux en face de Monsieur Langlais dimanche soir, il a dit bah oui, le marché de l'électricité ça n'existe pas. J'ai dit voilà, bon ça, donc le vent est en train de tourner. Mais c'est normal, c'est normal qu'il soit attaché à cette espèce de principe libéral idéologique qui est la concurrence, c'est le bien pour le consommateur. C'est vrai aussi. Que la concurrence amène à ça, mais pas tout le temps. Et quand on est en monopole structurel, il faut une autre façon d'imaginer des coups bas. C'était plus de la coopération que de la concurrence, non? Oui. Oui. Mais le résultat est le même, de toute façon, finalement, par la force des choses. C'était raisonner à plusieurs au lieu... Par contre, peut-être que l'erreur... Alors effectivement, mes homologues, non pas d'aujourd'hui, puisque je suis une PMI, mais mes homologues, autrefois, quand vous étiez les grands patrons, on dit... On ne peut pas aller sur l'électricité avec le marché tel qu'il existe. Et eux, ils ont fait un sous-marché, si vous voulez, en disant je prends un contrat sur 25 ans avec EDF, et voilà quelles sont les conditions pour passer du coût au prix. Et donc mes homologues, anciens, pas d'aujourd'hui, sont à 75,8 aujourd'hui. Ok. Avec ce calcul basé sur le coût, avec une augmentation due aux éoliennes et au solaire, due à la météo, due à peu importe. Mais pas des facteurs. Mais on comprend comment on est passé du coût au prix. Et il faut, je pense, dans ce genre de produit, savoir toujours comment on passe du coût au prix. Alors, et sinon, le pétrole qui sortait à 3-4 $, autrefois d'Arabie Saoudite, maintenant un peu plus, on sait qui gagne de l'argent jusqu'à la pompe. On peut se dire, ben voilà, c'est tous les intermédiaires en fait en réalité. Voilà, donc on sait aujourd'hui que lorsque vous payez 1,80 à la pompe aujourd'hui, il y a un euro qui va dans la poche de l'État. Et donc l'augmentation du prix à la pompe a été pour partie due au marché et pour partie due au fait que l'État prélève quelque chose d'important. Et on sait. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir. Alors sur l'électricité, vous nous dites que personne ne sait rien en fait en réalité, qu'il n'y a pas de pédagogie autour. Vous voyez bien. Oui, non, c'est sûr, effectivement. Vous voyez bien. Et puis, c'est évident. Alors on soupçonne le producteur, on soupçonne le transporteur, on soupçonne le distributeur, c'est des soupçons. C'est des soupçons parce qu'il n'y a plus de réalité. On est en artificiel. Et ça, il faut arrêter l'artificiel. C'est ça que j'indique au gouvernement depuis plusieurs mois. Et c'est ça que j'essaie de vous redire, en espérant en être entendu, pour le bien de l'industrie française. Je dis, ce qui arrive aujourd'hui est insupportable. Alors les boulangers vont lundi prochain manifester en disant, nous c'est pas possible de continuer comme ça. Et effectivement,
il y a 33 000 boulangers en France qui ont des fours. Bon, moi, j'ai des fours parce que j'ai une fonderie. Alors, un peu plus gros. Je sais, c'est un peu plus gros, puis je vais un peu plus de degrés. Bon, voilà. Bon, mais je vois bien que c'est insupportable de passer de 1 à 6 ou de 1 à 7. Et alors surtout que selon les contrats qu'on a eus avant, etc., on peut passer de 1 à 3 à 1 à 4 et de 1 à 8. Et puis, l'État dit, ben non, vous allez avoir des aides. Des aides. Pourquoi voulez-vous me donner une aide? Pourquoi voulez-vous me donner une subvention? Bon, par ailleurs, comme les tableaux Excel sont bien faits, on s'aperçoit que si jamais on fixe des critères, on peut diminuer le nombre d'aides qu'on donne. Donc on commence, quand vous recevez le fichier d'aide, voilà les conditions dans lesquelles vous avez une aide. Alors que ça commence bien, on dit vous êtes une PMI avec tant de ou une TPI, etc., tant de salariés, vous n'appartenez pas à un groupe. Ah, alors qu'est-ce que c'est que l'appartenance à un groupe? Est-ce que si un propriétaire a 2 boulangeries, est-ce que il a 2 TPE ou est-ce qu'il a déjà une PME? Est-ce qu'il a déjà un groupe? Et est-ce que ce groupe, de toute façon, le rend non éligible? Aujourd'hui, tels que sont les critères, quand les critères sont mis sur la table, et je les regarde, puisque moi je suis les pieds dans la boue, hein, c'est pas la peine de me dire, voilà, vous êtes un grand patron, non, moi je suis les pieds dans la boue. Je dis, est-ce que je suis éligible? Non. Quand je regarde, je ne suis pas éligible. Bon, alors mes collaborateurs disent, ben voilà, je pense. Alors de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas. Parce que le critère, il est à la tête du client. Et je crois qu'il n'est pas complètement à la tête du client, parce que ça veut dire que le législateur a voulu être généreux, et que l'administration derrière a dit, oui, ben, si jamais on fait ça, ça va nous coûter 100 milliards. Si jamais on prend un critère groupe, en étant un peu serré, ça va nous coûter 2 milliards. Et ça coûte 2 milliards. Bon. Et donc, le pauvre boulanger qui a 2 boulangeries, il voit son copain à côté qui a une boulangerie, ça passe, lui ça passe pas, alors qu'en fait il a 2 TPE. Et ça marche. Donc ce que vous me dites, c'est que cette idée de bouclier tarifaire, ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça coûte cher, ça sert à rien. Et les critères sont tellement restrictifs que c'est une usine à faire du fonctionnaire. Une usine à gaz, hein, comme c'est une usine à faire du fonctionnaire. Vous voyez, c'est une usine à faire du fonctionnaire. Or, un de nos soucis aujourd'hui, c'est quand même que nous avons une dette importante, que nous avons une consommation de dette chez les fonctionnaires, et créer à partir d'aides, de subventions, de contrôles, etc., des fonctionnaires en plus, c'est peut-être pas indiqué aujourd'hui en France. C'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on va réguler la fonction publique de manière à ce que il y ait au contraire diminution des dépenses. Et là, on dit on va vous donner des aides, on va donner des aides. Alors il y a des gens qui actuellement ont reçu un chèque de énergie. Ils disent, mais pourquoi je reçois un chèque d'énergie? Moi, je suis pas bon. Puis d'autres qui n'ont pas reçu le chèque énergie. Enfin bon, tout ça. La politique de chèque, la politique d'aide, etc., est un échec. C'est de la démagogie. Et ça a toujours été, un échec. Hein, donc bon, et là, on retombe sur, je dirais, une économie soviétique dont on connaît le résultat. Alors, on sort d'avoir vu une économie soviétique en décrépitude. Est-ce qu'on paye le choix des années 80 d'avoir voulu faire de la France un pays industriel plus qu'une économie de services? C'est l'inverse qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on voulait une France industrielle, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est intéressant comme question. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'une économie d'industrie, c'est une économie de fonds propres. Et qu'on a fait on a fait une économie d'emprunt. De dette. Et donc, rien de pire pour une entreprise industrielle qui fonctionne sur 7, 10 ans, etc., d'avoir un endettement. Et donc, lorsqu'on a fait au moment du Covid, on a bien vu la réaction, c'est le PGE. Le PGE, donc le prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Bon, alors maintenant, les gens sont là. Alors, les gens qui n'ont pas pu rembourser le PGE se retrouvent face aux banques. Et ils disent j'ai envie d'investir parce que lorsqu'on bouge pas dans une entreprise industrielle, on meurt. On est mort. Bon, ils vont voir la banque. Vous n'avez pas remboursé le PGE, monsieur? Ah bah non. Mais je rembourserai demain parce que je vais investir et je vais. Oh non, c'est trop dangereux. Déjà, vous n'avez pas. Et commencez à le dire. Donc le PGE aujourd'hui conduit un certain nombre d'entreprises à disparaître, alors qu'elles ne devraient pas disparaître, parce que justement, c'est celles qui ont investi et qui innovent. Donc c'est contre-productif. Donc nous n'avons pas réindustrialisé la France correctement. Jacques Rueff avait commencé avec De Gaulle
à dire fonds propres. Pompidou est la même chose. Et depuis la mort de Pompidou, on est reparti sur l'endettement. Et donc on n'a pas réindustrialisé. Mais le choix, on a opté pour un choix industriel plutôt qu'un choix de service. Non. C'est pas votre avis. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. On a dit qu'on faisait ça, mais on a fait l'inverse. C'est-à-dire que lorsque, juste après Pompidou, on a fait le choix de dire attention, il faut que les canards boiteux disparaissent. Ouais, en fait, on n'a pas supprimé les canards boiteux, on a supprimé les gens innovants qui voulaient investir et qui n'avaient pas d'argent et qui étaient endettés. C'est ça qu'on a fait. Hein, donc il arrive quand même que dans la politique, on fasse l'inverse de ce qu'on dit. Vous avez remarqué. Peut-être. Vous avez remarqué. Donc voilà. Et donc le choix industriel, c'est le choix de fonds propres. Comment faire des fonds propres? Alors on a des manières, et je regrette en particulier qu'aujourd'hui que nous parlons de retraite, nous parlons âge de la retraite, nous parlons terrain, nous parlons arithmétique, et moi je constate que nous ne parlons pas fonds de pension, retraite capitalisée, qui est quand même un des ressorts des fonds propres des pays qui nous entourent. Les Pays-Bas sont basés sur ce modèle, le modèle allemand, etc. Et donc, on échappe encore, on croit encore à l'endettement et on ne croit pas aux fonds propres. L'industrie, c'est les fonds propres, c'est la capitalisation, et ça a été. Donc la France ne paye pas aujourd'hui sa politique, son choix, en tout cas, d'orienter sa politique plutôt vers l'industriel de dette que l'industriel de fonds propres. Je n'arrête pas d'écrire là-dessus. Alors j'ai fait un livre qui est Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper aux éditions Elitel Édition pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Et j'ai fait un autre livre qui s'appelle La France industrielle, et où je dis, si jamais on ne fait pas une politique de fonds propres, on n'aura pas une France industrielle. Ouais, c'est intéressant. Et nous sommes en train de vivre ça. C'est-à-dire que je vous assure que les gens qui viennent me voir aujourd'hui en disant comment est-ce que je fais, je ne peux pas rembourser mon PGE, je ne peux pas investir, comment vous pouvez m'aider à investir, est-ce que vous pouvez trouver des gens qui veulent me recapitaliser pour me permettre d'eux, etc. Je dis, mon ami, j'en avais, je dirais, 10 par an avant le Covid, là j'en ai 100 par mois, qui sont là, qui disent mais comment je fais Et ils y arrivent ou pas? Parce que d'après les dernières statistiques, même si donc c'est pas le sujet c'est vraiment l'énergie et pas les PGE, mais les PGE, les remboursements, les difficultés de remboursement toucheraient à peu près 4% des entreprises qui les ont contractées. Oui, pas forcément les pires. Oui, c'est ça exactement. C'est ça qui m'embête. Moi je suis un homme de détail, vous avez compris. Moi je suis les pieds dans la boue, je regarde. Et donc les gens qui viennent voir et qui ont des difficultés sont loin d'être les pires des industriels. Voilà. Et ça, c'est embêtant. Donc il faut regarder dans le détail, et bien sûr, un fonctionnaire ne sait pas regarder dans le détail, c'est normal. C'est pas son rôle. Et il ne faut pas qu'il le fasse, autrement, on les multiplie par 100 ou par 1000, donc c'est pas la peine. Donc c'est pas le moment. Merci beaucoup, Monsieur Le Floch-Prigent, d'avoir été avec nous ce matin pour toutes vos explications, votre discours très clair sur la différence coût-prix, et qui est essentielle, en fait, finalement, dans le secteur de l'énergie. On n'échappera pas à réfléchir. On n'échappera pas à réfléchir, exactement. Et la non-conservation, finalement, de cette énergie immatérielle, finalement, par la force des choses. Éphémère. Il faut à chaque fois qu'on produit un électron, il faut le consommer. Vous pouvez pas dire je mets le dans le frigidaire. Vous pouvez pas le dire je le mets dans la poche. Vous pouvez pas le dire je vais le stocker. Vous pouvez pas, comme ça. Et bien peut-être un jour, on y arrivera, sur la planète Mars. Mais ici non. Ici non, parce qu'il y a le rendement. Il y a le rendement. Il n'y a pas de choix. Très clair. Merci beaucoup, Monsieur Le Floch-Prigent. Je rappelle que vous avez écrit Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie aux éditions Elitel. Écoutez, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous ce matin. Merci de cette matinée. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Le Floch-Prigent. Vous avez été dirigeant des plus grands groupes énergéticiens français. Aujourd'hui, vous êtes un industriel lambda, et c'est pour ça qu'avec les pieds dans la gadoue, vous pouvez nous dire ce que ressentent aujourd'hui les principaux agents économiques français. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous, on marque une rapide courte pause et on se retrouve pour notre point bourse dans un instant. À tout de suite sur Téléfinance.